kuko ibihe bihinduka vuba, bigenda bihinduka vuba, ibihe byahindutse vuba, ntabwo ntitwashoboye gukora ibihagije. Umuntu ajya kubamareramo rwose umujinya, bakajyana bakagira icyo bajyana bavanye mu Rwanda, n'abariya bandi baducitse bakambuka ubu bakaba bagaruka tukabakira neza tukabasubiza kongera kuba mu Banyarwanda. Ikijya kimbabaza ntabwo twabonye umwanya wo kugira ngo bamwe bo kugera hakurya bajya. Bonjour tout le monde, messieurs les présidents, membres distingués de la délégation du Sénat, Excellences, chers collègues, mesdames et messieurs. Jambo. Abarigani. Avant tout, je tiens à adresser mes condoléances à toutes les familles congolaises affectées par la violence en RDC. Nous sommes à vos côtés et nos pensées vous accompagnent. Je vous invite, et tout le monde ici maintenant, à observer 1 minute de silence. Merci. C'est un grand honneur pour moi et pour le Parlement européen de vous accueillir ici aujourd'hui au Parlement européen, au cœur de la démocratie européenne. Votre présence montre la volonté commune de renforcer les liens entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Ce partenariat est essentiel pour nos 2 continents. Ces derniers mois, nous avons fait des avancées importantes pour renforcer notre coopération. La libération de Jean-Jacques Wondo, un pas en avant pour les droits fondamentaux. Merci. Et depuis le début de la prise de Goma par le mouvement M23, avec l'appui du Rwanda, le Parlement européen s'est très rapidement et constamment saisi de la question. On a eu l'honneur de recevoir votre ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner, ainsi que le prix Sakharov et prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. On a écouté la chef de la MONUSCO et le représentant spécial de l'Union européenne. Et on est en contact permanent avec votre ambassadeur et les ambassadeurs de la sous-région. Le 11 février, notre Parlement a adopté une résolution forte sur l'escalation de la violence dans l'Est de la RDC. Je vous promets qu'on continue nos efforts pour convaincre la Commission de suspendre l'accord sur les matières premières avec le Rwanda et d'imposer des sanctions pour stabiliser la RDC et ramener la paix durable pour la région, et d'insister pour que l'aide humanitaire puisse arriver chez les gens qui ont besoin. Mais nous devons aller plus loin. Trop d'opportunités sont encore perdues dans la coopération entre l'Europe et le Congo, entre l'Europe et l'Afrique. Avec la réorientation du programme Global Gateway, nous avons pris le bon chemin, la voie des investissements. Mais nous devons faire plus. Dans la coopération militaire, par exemple,
L'Europe voit les abus en RDC par le Rwanda, elle les condamne, mais elle n'agit pas. Des vies congolaises restent en danger. Au niveau économique, c'est la même histoire. Le pillage des ressources congolaises continue à cause du manque de stabilité politique et militaire. De la stabilité qui est également nécessaire pour renforcer l'état de droit et les droits humains. Chers collègues, on ne le dit pas assez et rarement à haute voix, mais l'Europe est le seul continent qui approche l'Afrique avec des intentions sincères, en cherchant une relation gagnant-gagnant. Ce n'est pas les États-Unis, avec leur nouvelle politique America First et leur annulation des programmes USAID. Et ce n'est pas la Chine, qui s'est spécialisée dans l'extraction des richesses africaines sans considérer les conséquences locales. C'est seulement l'Europe qui veut un partenariat basé sur la coopération et le développement durable. Mes chers collègues, nous devons être également conscients que les bonnes intentions européennes ne suffisent pas. Sans actes, l'engagement européen sur l'Afrique reste superficiel. C'est pourquoi la diplomatie parlementaire est essentielle. Pousser les dirigeants européens et nos États membres de passer de la parole aux actes. Votre présence aujourd'hui est essentielle pour avancer ensemble. Travaillons ensemble pour une coopération plus forte entre l'Europe et l'Afrique. Je vous remercie. Et permettez-moi maintenant de vous présenter les personnes présentes ici avec moi sur ce podium. Monsieur Jean-Michel Sama-Lukondo, président du Sénat de la RDC. Monsieur Christophe Lutandula Apala, président de la Commission des relations extérieures du Sénat. Monsieur José Mpanda Kabungo José, président de la Commission défense et sécurité du Sénat. Et on le connaît déjà depuis longtemps, notre ambassadeur de RDC auprès de l'Union européenne, monsieur Christian Ngola Nkundo. Monsieur le Président du Sénat, vous avez la parole. Madame la coprésidente de l'Assemblée parlementaire Afrique-Union européenne du Parlement européen, Mesdames et Messieurs les eurodéputés et chers collègues parlementaires, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation qui m'accompagne, et celui en particulier des honorables sénatrices et sénateurs membres des commissions permanentes des relations extérieures, de défense et sécurité économico-financière et bonne gouvernance, ainsi que socio-culturelle. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté de nous recevoir ce jour. Madame la coprésidente, notre visite de travail intervient à un moment où notre pays, la République démocratique du Congo, fait face à une guerre d'agression lui imposée par le Rwanda depuis 2022, et ceci pour la énième fois en 30 ans. Cette agression a plongé la République démocratique du Congo dans une crise sécuritaire et humanitaire qui menace gravement sa stabilité politique et empire les conditions de vie de ces populations, particulièrement dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, massacrées en masse et pillées à souhait par des troupes de la force de défense du Rwanda, les RDF, et ses supplétifs du M23. Cette visite de travail procède de la diplomatie parlementaire et participe à l'effort commun des institutions de la République démocratique du Congo, en particulier celui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, ainsi que du gouvernement de la République, pour mobiliser les partenaires extérieurs en vue d'obtenir l'exécution de la résolution 2773 du Conseil de sécurité et l'aboutissement heureux des processus de paix de Nairobi et de Luanda par des pressions accrues sur les autorités
rwandaise et les dirigeants du M23, notamment à travers les sanctions effectives. Madame la coprésidente, le Sénat de la République démocratique du Congo salue, et vous l'avez mentionné ici, le vote en février ici 2025 par l'écrasante majorité des parlementaires européens de la résolution RCB 10-0102-2025 condamnant l'agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo et exigeant le retrait de ses troupes du territoire congolais et la prise le 17 mars 2025 par l'Union européenne des sanctions contre les chefs militaires rwandais et un opérateur important du secteur minier impliqué dans le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Madame la coprésidente, permettez-moi de mentionner que la voie de sortie de crise que préconise la République démocratique du Congo se décline en 5 volets, à savoir les volets diplomatiques, politiques, humanitaires, économiques et militaires. Les différentes initiatives entreprises s'inscrivent dans ce cadre sans aller dans les détails. Je voudrais souligner notamment ce qui suit. Sur le volet diplomatique, la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ici, nous attendons des actions concrètes pour l'application, surtout des sanctions et les demandes aux différentes parties. La mise en œuvre de la résolution de la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme et des Nations Unies portant création d'une part de la mission d'établissement des faits au Nord Kivu et au Sud Kivu et la présentation du rapport final en septembre 2025 et d'autre part aussi de la commission indépendante d'enquête que nous voulons de tous nos voeux à partir de septembre 2025. La mise en place d'une cour pénale spéciale pour la République démocratique du Congo à l'issue de la conférence internationale projetée par la Cour pénale internationale, la CPI, en avril prochain à Kinshasa, pour connaître les crimes commis contre l'humanité, les crimes de guerre et des violations des droits de l'homme commis en République démocratique du Congo pendant cette guerre d'agression. L'exécution du plan de neutralisation des FDLR et le retrait concomitant des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo, comme accepté par les deux parties Rwanda-RDC dans le cadre du processus de Luanda, et la relance rapide du processus de Nairobi pour favoriser le dialogue entre les groupes armés et le gouvernement de la République démocratique du Congo, conformément au communiqué des chefs d'État de l'EAC tenu à Nairobi en avril 2022. Ensuite, nous avons la question des réfugiés, sur lesquels aussi il y a eu des échanges au niveau du Haut Conseil des réfugiés, de manière à ce qu'il y ait une identification et un retour progressif, de manière à ce qu'il n'y ait plus de prétexte, que ce soit sur la question des FDLR, comme sur des réfugiés congolais se trouvant au Rwanda, pouvant retourner dans leur pays. La République démocratique du Congo, après l'annonce prise par le président angolais, João Lourenço, de mettre fin à sa médiation dans le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, salue la décision prise par les chefs d'État de l'EAC et de la SADC, réunis en sommet conjoint virtuel ce 24 mars 2025, afin de former un groupe de facilitateurs de haut niveau, composé des personnalités africaines influentes, pour relancer le dialogue entre les parties en conflit. Je cite ici leurs excellences Olusegun Obasanjo du Nigeria, Uhuru Kenyatta du Kenya, Halema Motlante de l'Afrique du Sud, Catherine Samba Panza de la Centrafrique et enfin Saleh Wok Zedoué de l'Éthiopie. La rencontre trilatérale qui a eu lieu à Doha le 18 mars 2025 entre les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
et Paul Kagame, ainsi que l'émir Sheikh Tamim bin Hamad du Qatar, est à inscrire dans le cadre de la facilitation de la mise en œuvre des processus de Nairobi et de Luanda. Sur le volet politique, il est difficile d'aboutir à une sortie de crise sans l'adhésion et la cohésion nationale. Ici, tel que souligné par le président de la République, l'unité nationale. Il faut donc féliciter la volonté de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'ouvrir des discussions au plan interne avec toutes les forces politiques. Et c'est dans ce cadre que s'inscrivent les consultations politiques en cours. Sur le volet économique, il est clairement établi que la guerre d'agression perpétrée par le Rwanda est une guerre économique, basée sur le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Et de ce fait, les nouveaux partenariats ou coopérations dans le secteur des ressources naturelles devront avoir un volet sécuritaire. Au plan humanitaire, la République démocratique du Congo est confrontée à l'une des plus grandes crises de déplacement des populations en Afrique, avec près de 7 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et environ 1,1 million de réfugiés dans les pays voisins de la région. Le Sénat de la République démocratique du Congo appelle les députés européens à faire pression sur leurs gouvernements respectifs pour que soit rapidement ouvert un couloir humanitaire pour faciliter le déploiement des agences humanitaires afin d'assister les déplacés et les victimes des crimes de guerre. Sur le volet militaire, la situation que nous connaissons sur le terrain, sur le plan humanitaire, est entre autres due au fait que l'armée dont a hérité le président de la République et le pays tout entier est une armée sous-équipée de la suite de l'embargo et peu formée à la suite des résolutions du Conseil de sécurité qui avait interdit toute coopération militaire pendant 10 ans et infiltrée à la suite des différentes opérations de mixage. La construction d'une armée demande une implication totale et le temps imparti pour ce projet. En vue de la réforme des services de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo, le Parlement a ratifié par ordonnance-loi en juillet 2022 une loi de programmation militaire. Il se prépare à examiner celle de la programmation de la police nationale au cours de cette année. Les lois de programmation militaire prévoient plusieurs mesures, parmi lesquelles un budget de défense et de financement des investissements nécessaires pour la modernisation de l'armée et des réformes structurelles des forces armées, ainsi que le renforcement de sa logistique et de ses infrastructures. Madame la coprésidente, le Sénat de la République démocratique du Congo exprime néanmoins ses vives préoccupations. Je pense qu'elles ont été rencontrées dans votre allocution. Quant au maintien, effectivement, à ce jour du mémorandum d'entente signé le 19 février 2024 entre l'Union européenne et le Rwanda pour renforcer la coopération sur les chaînes de valeur durables des minerais stratégiques, et ce, en raison des questions de bonne gouvernance et d'état de droit. Les préoccupations du Sénat de la République démocratique du Congo portent aussi sur l'appui, et je vais insister ici, la destination des financements apportés au titre de la Facilité européenne pour la paix, FEP, à l'armée rwandaise déployée au Mozambique, armée qui par ailleurs participe activement à la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Le Sénat de la République démocratique du Congo rappelle cependant que le MOU signé bien avant entre l'Union européenne, entre la République démocratique du Congo, attend toujours sa mise en exécution. Et comme entre parlementaires se doit d'être libre et ouvert de tout débat, le Sénat s'étonne du choix fait par l'Union européenne de coopérer plutôt avec les pilleurs et receleurs des richesses de la République démocratique du Congo.
en lieu et place du propriétaire. Se faisant passer ainsi, je veux parler ici du Rwanda, pour un receleur. Je vais finir mon allocution en revenant sur la salutation aux sanctions prises ici par l'Union européenne, parce que c'est très salué dans notre pays, et finalement la demande réelle de la mise en œuvre de la résolution 2773 des Nations Unies. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et peut-être, parce que je vois plusieurs membres du Parlement ici et de la délégation africaine ici, je vous remercie pour votre témoignage. Et je peux déjà vous répondre que vous avez le soutien de ce Parlement ici pour la suspension de la MLU avec le Rwanda. On a aussi mentionné d'arrêter le soutien au Rwanda parce qu'on craint vraiment, on veut avoir la certitude que l'argent ne va pas, l'argent qu'on donne au Rwanda pour la Mozambique, ça n'est pas utilisé pour la guerre au Congo. Ça, on a mentionné aussi. Et bien sûr, on va vraiment continuer à se battre pour que l'aide humanitaire puisse arriver chez les gens qui ont besoin. Ça, je pense que je peux déjà dire au nom des députés qui sont ici. Avant de donner la parole aux députés ici, j'ai deux questions à vous poser. Vous avez mentionné un peu. Depuis quelques semaines, la presse internationale a relaté des discussions en cours entre les autorités RDC et les États-Unis en vue de la conclusion d'un accord minier avec vos deux pays. Quel est l'état de la question? Ça, je pense qu'on aimerait bien savoir. Et deuxièmement, le président Tshisekedi a exprimé le souhait d'élargir son gouvernement et d'entamer des consultations politiques en vue de former un gouvernement d'union nationale, comme vous l'avez mentionné. Quel est l'état des discussions à ce jour-là? Ça, c'est en tout cas mes deux questions. Mais avant peut-être de répondre, je laisse aussi la parole aux membres où vous voulez répondre tout de suite ou après les interventions des députés. Je voudrais peut-être répondre sur ces deux questions et peut-être par la suite on pourra prendre les autres questions. Oui, parfait. Je vais commencer par votre première question sur les accords en cours de discussion avec les États-Unis. Ils s'inscrivent dans le cadre de la diversification de nos partenariats. La République démocratique du Congo est un pays riche de ses ressources minières, mais aussi de ses autres potentiels du point de vue énergétique et du point de vue agricole. Et donc, c'est ouvert au monde afin de diversifier ses partenariats. C'est une question qui demande aussi une très grande ouverture dirigée vers les autres pays intéressés à venir investir en République démocratique du Congo. Vous avez suivi récemment qu'il y a eu des réunions portant sur le climat des affaires. Et ici, il est attendu que nous puissions mettre finalement un contenu au mémorandum d'entente que nous avons avec l'Union européenne. Parce que nous l'avons signé, nous attendons un contenu à l'intérieur et donc plus d'investissements qui pourraient venir de l'Europe vers la République démocratique du Congo. Et donc ces discussions sont en cours, effectivement sur ces volets miniers et énergétiques. Et ça s'inscrit, comme je l'ai dit, dans la diversification et on reste ouvert, bien sûr, à tout autre partenariat. Nous vivons une guerre économique et nous pensons que la réponse à cette guerre doit aussi avoir une réponse sur le volet économique. Et donc, c'est ça que je pourrais mentionner par rapport aux discussions que nous avons actuellement avec les États-Unis d'Amérique. Ensuite, sur la question du gouvernement d'union nationale, ici, je voudrais simplement rappeler l'appel à la cohésion et à l'unité nationale lancé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, au lendemain des atrocités que nous avons vécues dans la ville de Goma, pour faire face à l'agression. Et donc, une politique d'ouverture, de dialogue et de main tendue. Et surtout d'insister de faire bloc comme un seul homme, quelles que soient nos diversités au niveau de la République démocratique du Congo, et de faire appel à tous. Et donc, effectivement, l'idée d'avoir un gouvernement d'union
nationale afin de rencontrer tous les défis du pays en ce moment. Et c'est dans ce cadre que s'inscrivent donc les discussions qui ont commencé depuis le lundi de cette semaine et avec différentes catégories de la classe politique, tant de la majorité que de l'opposition, mais aussi de la société civile et de toute autre personnalité, ancien chef d'institution, qui serait intéressé à ce débat. Et nous allons attendre les conclusions de ces consultations qui seront bien sûr présentées au président de la République pour qu'une orientation soit donnée. Mais c'est vraiment des discussions complètement ouvertes à tous les acteurs de bonne volonté qui veulent la paix en République démocratique du Congo. Ça, c'est des réponses très claires. Merci beaucoup. J'ai maintenant les membres qui veulent prendre la parole et je commence par M. Francisco Assis, c'est le co-président de l'Assemblée ACP. Collègue, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Président du Sénat du Congo, Messieurs les sénateurs, Monsieur l'ambassadeur du Congo à l'Union européenne. Je veux vous saluer et vous remercier de votre présence et des mots que vous avez viennent de proférer ici devant les députés européens. Nous accompagnons la situation du Congo et la situation générale de la région des Grands Lacs et nous sommes solidaires avec les Congolais, avec le peuple congolais. Je suis un député européen originaire du Portugal et nous avons une ancienne liaison avec le peuple du Congo, comme vous le savez, Monsieur le Président, et nous souffrons particulièrement avec la souffrance du peuple congolais. Nous savons parfaitement ce qui se discute aujourd'hui, qui sont les responsables pour l'invasion du Congo, pour la souffrance du peuple du Congo, du peuple congolais, et nous sommes disponibles pour faire tout qui sera possible pour changer radicalement la situation. Nous souhaitons presque tout au Parlement européen le renforcement de liaisons avec l'Afrique en général et avec un grand pays d'Afrique comme c'est le cas du Congo en particulier. Mais je vais vous poser une question spécifique et c'est la suivante, c'est de savoir quelle est, à votre avis, quelle pourrait être la conséquence pour le Congo de la suspension de l'aide américaine, de la suspension de l'Ouest aide en Afrique en général et au Congo en particulier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On prend quelques questions ou vous préférez de répondre tout de suite? On peut prendre quelques. Alors, je donne la parole à Christophe Clergeau. C'est mon vice-président de la délégation africaine du groupe SND aussi. Monsieur Clergeau, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, Monsieur l'ambassadeur. Je dirais chers collègues, puisque c'est très important qu'il y ait cette diplomatie parlementaire et ces relations directes entre les parlements africains et le Parlement européen pour que nous puissions construire un chemin commun. Francisco Assis m'a volé une de mes questions, mais j'insiste sur celle-là parce que ce que vous disiez sur la relation aux États-Unis, je le comprends parfaitement et c'est logique que chaque pays cherche à voir les partenariats qui permettent de valoriser ses richesses et d'accélérer son développement, mais se pose la question de la cohérence de la démarche des États-Unis qui, d'un côté, s'intéresse aux ressources et, de l'autre côté, abandonne l'accompagnement des populations les plus fragiles sur le terrain. Ensuite, je crois qu'il est très important que l'Union européenne ait des approches cohérentes. L'état de droit et la souveraineté des États, nous le défendons, ou nous devons le défendre partout sans exception, au Congo comme en Ukraine, puisqu'on nous a souvent reproché aux Européens de faire deux poids, deux mesures. Donc il faut qu'on agisse avec des principes clairs. Donc je soutiens complètement ce que vous avez dit, ce qui a été dit par mes collègues. Et du coup, je voudrais vous poser une question complémentaire sur vos attentes vis-à-vis de l'Europe. Vous en avez dit un mot sur le fait de nourrir concrètement le partenariat, mais plus globalement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons construire ensemble? Il y a la dimension sécuritaire, comment on vous accompagne pour résister face à cette attaque et rétablir la paix et le fonctionnement normal de votre pays. Mais si vous avez la possibilité de vous projeter un peu vers l'avenir, ce serait quoi pour vous les priorités sur ce que nous devons faire ensemble dans les 2-3 ans qui viennent? Merci beaucoup. Peut-être déjà une première réponse? Ou on prend une troisième question?
prendre une troisième question. Comme ça. Parfait. Comme ça, on peut aussi passer la parole à une femme. À Marit Mai, c'est une collègue très active aussi de la délégation africaine. Elle est aussi de SND. Vous avez la parole. Yes, thank you very much. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis ici. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Okay. Très bien. En espérant que vous m'entendiez. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci, Madame la Présidente, de me donner la parole. Merci beaucoup, Honorable Lakunde. Non, cela ne fonctionne pas. Test sur le canal 3. Est-ce que vous m'entendez en cabine française? Très bien. Merci. Merci, je vous en prie, Madame la Présidente. Je dois améliorer mon français avant tout. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président honorable Lakunde, d'être ici et de partager avec nous vos idées, vos réflexions sur l'avenir de votre pays et sur nos relations également avec nous, le partenaire européen. Il est très important d'en parler. Comme l'a dit Madame la Présidente, c'est un sujet qui occupe le haut de notre liste de priorités car, bien sûr, il y a beaucoup de recoupements, de liens entre l'Est du Congo et l'Union européenne. Nous avons une responsabilité lourde. Il nous faut de notre côté œuvrer à une solution bilatérale également. Alors, vous avez parlé du mémorandum d'accord avec le Rwanda. Nous en avons parlé au sein du Parlement et nous avons aussi cette résolution avec un amendement. J'aimerais revenir sur ce qu'ont mentionné mes collègues et vous poser une question sur vos relations avec d'autres pays, les États-Unis, mais aussi la Chine, car vous êtes un pays riche en ressources. Et il me semble que cela génère une forte attention, un intérêt du monde entier qui se tourne tous vers vous pour leur transition numérique, leur transition énergétique. Vous êtes un pays très important. Et nous aimerions dès lors savoir comment vous travaillez sur la question de ces intérêts internationaux différents et veiller à ce que cela serve l'intérêt de votre population, de la population de la RDC, car il existe bien sûr beaucoup d'exploitations ou plutôt de relations d'exploitation qui peuvent se développer et qui se sont d'ailleurs déjà développées par le passé. Quant à la situation humanitaire à l'est du Congo, vous en avez un peu parlé, nous le savons, il y a énormément de personnes déplacées en interne, beaucoup de réfugiés également. Et puis la question spécifique des violences sexuelles à l'égard des femmes, les viols utilisés comme armes de guerre. D'après ce que nous avons compris de part et d'autre, de toutes les parties prenantes, et nous aimerions savoir ce que vous entreprenez pour lutter contre cette question. Quelle est la position de votre gouvernement? Comment pouvez-vous arrêter ces violences excessives à l'encontre des femmes et ces abus très particuliers utilisés donc comme armes de guerre? Et je reviens sur la question de mon collègue M. Clergeau, à savoir que pouvons-nous faire de notre côté, du côté de l'Union européenne? Comment envisagez-vous l'avenir de notre relation? Merci. Beaucoup et Monsieur le Président, ça c'est quelque chose que ce Parlement insiste toujours. Comment on peut aider aussi pour les femmes violées, parce que c'est quelque chose qui touche notre Parlement vraiment au cœur. J'ai une dernière intervention de Monsieur Thierry Mariani de Patriots. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président du Sénat, chers collègues parlementaires congolais. Bien sûr, comme tous mes collègues, je voudrais m'associer à la peine et aux souffrances que subit le peuple congolais. Mais je voudrais poser deux questions. Est-ce que vous avez le soutien du Parlement européen? L'évidence, c'est oui. Oui, sans condition et sincèrement. En témoigne la résolution votée par tous les groupes. Est-ce que vous avez le soutien des institutions européennes? Si je suis diplomate, je vous dirai peut-être. Si je suis honnête, je vous dirai certainement pas. Et moi, j'ai l'impression, excusez-moi Madame la Présidente, qu'au niveau des institutions européennes, soit on joue la montre, comme on dit au football quand on a un score qu'on veut prolonger, soit on gagne du temps. Voilà. Vous l'avez dit, on a pris effectivement, après cette résolution, des sanctions. C'est très bien, c'est dans le bon sens, et ça va, c'est une première étape. Mais ça doit être qu'une première étape. Parce que, Madame la Présidente, à regret, je constate que ça n'a pas changé grand-chose. Et je me souviens d'autres conflits
qui continue d'ailleurs à l'est de l'Europe, où quand la première étape ne suffisait pas, on faisait une deuxième étape, troisième étape. Si ma mémoire est bonne, on va même en être au 17e train de sanctions contre l'Ukraine. Là, j'ai l'impression qu'on a pris une première étape, et je le répète, c'est une victoire. Que ce soit les efforts des parlementaires européens, des parlementaires congolais, de votre ambassadeur, c'est une victoire, mais pour le moment, ça n'a, hélas, pas changé grand-chose. Alors, pourquoi je dis que je doute de l'attitude des institutions européennes? D'abord, excusez-moi, pour moi, c'est extrêmement grave. J'ai été 25 ans parlementaire nationaux, et je le dis publiquement, les institutions européennes ont d'abord menti aux parlementaires européens. Pendant un an, on nous a expliqué que cet accord entre le Rwanda et l'Union européenne présentait toutes les caractéristiques de traçabilité et que c'était un accord exemplaire. Madame Upper-Leyen, vous étiez comme moi, Madame Votmans, dans le précédent mandat, et comme moi, vous insistiez sur les mêmes sujets, et vous pouvez témoigner qu'à chaque fois, on nous a dit toutes les garanties sont là. Et puis, Monsieur Sikela est arrivé, nouveau commissaire. Au départ, je lui donne une condition atténuante. Il ne connaissait pas le dossier, c'est normal, il venait d'arriver. Il nous a tenu le même discours. À la réalité, enfin, vous étiez là aussi d'ailleurs, je crois, en commission INTA, commerce international, la semaine dernière, on nous a dit non, il n'y a aucune garantie de traçabilité. Moi, je trouve, je m'adresse à mes collègues parlementaires, que c'est extrêmement grave. Voilà, je ne sais pas comment ça se passerait dans vos parlements, mais voilà, on nous a enfumés, on nous ment sur un dossier extrêmement important et on continue comme avant. Donc vous me permettrez de ne pas avoir confiance dans la Commission et on voit très nettement qu'il y a un parti pris pour ralentir les choses ou pour, sans le dire, avoir, j'allais dire, les yeux ou un certain favoritisme pour le Rwanda. Alors j'ai 3 questions parce que je me doute que mon temps est limité. La première, Monsieur le Président, vous avez parlé vous-même et vous avez fait un constat honnête de la fragilité de l'armée congolaise, qui est issue, vous êtes bien mieux placé que moi, de l'histoire de cette armée et de ce qui s'est passé dans ces dernières années, et pas du tout de la valeur des combattants qui, on le voit dans certains combats, y vont jusqu'à payer de leur vie. Ma première question, c'est qu'est-ce que ça va apporter, pardonnez-moi, un dialogue national? Chaque fois que j'entends cette formule, c'est un peu une formule magique. Est-ce que vous comptez associer le M23, qui est quand même un mouvement terroriste? Ou alors, est-ce que pour vous, le dialogue national, c'est entre les partis congolais, ce qui est bien sûr une bonne chose, mais qu'est-ce que ça va changer à la situation militaire qui, en ce moment, on est vu de Bruxelles ou vu de Paris, est assez alarmiste. Deuxièmement, on n'a pas parlé de l'Ouganda, mais je trouve que l'Ouganda est en train de rentrer quand même un peu dans le jeu et pas forcément dans le bon sens. Et je me demande comment vous voyez l'attitude de l'Ouganda ces dernières semaines. Et enfin, troisième question, je rejoins ce qu'ont dit mes 3 autres collègues, pardon, qu'est-ce que vous attendez de l'Union européenne? Parce que voilà, le Parlement a fait son boulot. Excusez-moi, on a tous dans les parlements des pouvoirs limités. Le Parlement a fait son boulot, tout groupe politique confondu. Voilà, maintenant, j'ai envie de dire, je me tourne vers les gens qui sont derrière moi, qui représentent les différents services. Qu'est-ce que vous attendez qu'on fasse de plus? Une nouvelle vague de sanctions? Qu'on attende que ces sanctions qui ont été prises et qui sont positives fassent des miracles? Malheureusement, je n'ai pas l'impression que M. Kagame en est traumatisé. Voilà, donc c'était mes 3 questions. Merci beaucoup, Monsieur Mariani, mais je veux juste vous rappeler que, bien sûr, les critiques sur la Commission, je ne pense pas que le président du Sénat peut répondre à ça. C'est quelque chose qu'on peut se débattre dans la salle plénière la semaine prochaine, déjà, quand la Commission et le commissaire vont être là. Mais bien sûr, aux 3 questions, j'espère qu'ils vont bien répondre. Monsieur le Président, vous avez la parole. Et bien sûr, si vous voulez passer aux autres sénateurs, c'est votre droit. Vous décidez qui répond à quelle question. Merci beaucoup. Oui, merci. Je vais d'abord remercier tous les intervenants pour leurs questions pertinentes. Et moi, je vais répondre d'un point de vue général, et bien sûr, je pourrai me faire compléter par les présidents des commissions relations extérieures aux défenses ici sur l'un ou l'autre volet, afin de permettre vraiment que toute l'information soit partagée. Alors, Monsieur Francisco est revenu sur la question de la suspension de l'aide. Effectivement, suspension de l'aide, mais de manière précise des États-Unis, parce qu'avec les autres partenaires, ce n'est pas le cas. Je vais rappeler que sur ces questions humanitaires,
je pourrais le dire ici sans me tromper, que sur les différents organismes que nous avons qui œuvrent sur le terrain, nous avons aussi une participation qui vient de l'Europe. Et ici, il faut aussi le dire, elle est supérieure à celle qui venait des États-Unis. Et nous, dans les discussions que nous voulons avoir d'abord avec vous, c'est d'abord de garantir cette aide humanitaire qui est déjà, et voir peut-être la possibilité de l'accroître, parce que la crise étant plus grande, cela demande plus de moyens. Donc, ce qui est attendu au niveau des différents, de ce Parlement d'abord, et puis au niveau de vos pays respectifs, c'est de garantir cette aide et de permettre, bien sûr, qu'il y en ait un peu plus. Et puis, bien sûr, maintenant, sur les discussions que nous avons en bilatéral avec ces pays, principalement sur les États-Unis, rappeler aussi que nous avons cette question humanitaire et que, indépendamment de cette question qui concerne l'USAID, parce que c'est de cet organisme-là qu'il s'agit, il y a toujours un moyen d'agir sur le terrain. Mais là où nous déplorons cette question de cette suspension, c'est surtout les pertes en emploi. Parce que nous avions plusieurs de nos compatriotes qui étaient employés dans le cadre de cette action humanitaire. Et là, ces discussions sont en cours pour savoir quelles sont les solutions alternatives qui sont données. Je vais revenir aussi sur la nécessité, parce que j'en ai parlé, et c'est aussi une réponse, parce qu'on a parlé des attentes que nous avions vis-à-vis de ce Parlement. Des discussions, et la coprésidente m'en a parlé tout à l'heure, vont se tenir ici sur les questions des violences qui sont faites, des tueries qui sont faites à l'est de la République démocratique du Congo. C'est très bien. J'en ai fait appel, nous, à cette cour qui pourrait venir pour travailler et surtout sanctionner toutes ces tueries qui ont eu lieu à l'est de la République démocratique du Congo. Mais je pense que le volet humanitaire doit absolument être ouvert dans la discussion. Parce qu'autant nous déplorons ces morts pour lesquelles nous avons eu une minute de silence tout à l'heure, mais autant nous devons nous occuper de ces personnes déplacées, vivantes, qui sont rentrées pour certaines dans leur milieu de vie et qui finalement ne trouvent aucun abri et sont totalement livrées à elles-mêmes et qui demandent absolument qu'il y ait ce soutien qui soit apporté. Alors, Monsieur Clergeau, parce que vous êtes revenu d'abord sur cette première question de l'aide, je pense que la réponse, je venais de la donner. Mais oui, effectivement, sur cette question de l'intégrité territoriale et de la souveraineté, je vous rejoins totalement. Ce sont des principes intangibles sur lesquels, d'abord, nous saluons tout le soutien que nous avons de l'Union européenne sur cette question et pour lesquels, pour nous, c'est primordial. Et donc, ce soutien, je le salue une fois de plus. Alors, sur le volet militaire, parce que vous avez demandé quelles étaient les attentes, j'ai dit que nous avons une loi de programmation militaire qui a été mise en place. Je l'ai dit ouvertement que, effectivement, nous avons hérité d'une armée avec ses failles et qu'aujourd'hui, il y a un travail pour la reconstruire. D'abord du point de vue de notre jeunesse, parce qu'il y a un appel à mobilisation qui est fait, avoir plus d'implication des jeunes dans l'armée, et puis finalement sur toutes les améliorations des conditions au niveau de l'armée. Et de ce point de vue, bien sûr, la coopération est totalement ouverte, surtout du point de vue bilatéral avec vos différents pays, pour voir qu'est-ce qui pourrait venir en appui. Cela demande des moyens, bien sûr, financiers, mais ça demande aussi de la coopération du point de vue technique et de la formation. Nous avons déjà des accords de coopération avec la plupart des pays européens, mais ici, le vœu, c'est de les accentuer. Et donc, cette attente, elle est ouverte et c'est une demande que je formule ici, de manière à ce que ce soit clair. Et sur le volet humanitaire, je venais de donner l'attente que nous avons. Alors, Madame Maït est revenue sur les différents partenariats que nous avons au vu de notre potentiel. Moi, j'ai parlé du potentiel minier, mais j'ai parlé aussi du potentiel énergétique.
Et aujourd'hui, nous insistons d'abord sur aussi les questions environnementales, parce que vous savez que nous présentons la République démocratique du Congo comme pays solution. Et donc, c'est aussi un volet important dans les discussions que nous avons avec les partenaires. Mais c'est important que sur les différents partenariats que nous avons, d'abord, nous puissions améliorer les conditions dans lesquelles ils sont exécutés, mais surtout nous ouvrir. Parce que j'ai bien compris ici que lorsqu'on a commencé à parler des discussions avec les États-Unis, c'est comme s'il y avait une exclusion, ou bien qu'ils auraient une exclusivité sur les discussions avec la République démocratique du Congo. Alors que ce n'est pas le cas. Ici, nous restons totalement ouverts avec non seulement l'Union européenne, et sur les mêmes questions, les mêmes ressources, parce qu'il y a une diversité. Et par rapport à cette diversité, nous faisons le devoir d'apporter le plus d'informations. Je vais rappeler ici que notre ministre des Mines s'est déplacé vers l'Union européenne pour mettre du contenu au MOU dont j'ai parlé, de manière à présenter les potentialités et les possibilités pour les pays européens de venir investir dans le secteur minier et dans le secteur énergétique. Et donc, nous restons totalement ouverts sur ce sujet, et de la même manière que nous les discutons avec les autres pays qui sont déjà présents en discussion avec nous sur ces différents partenariats. Ça peut être la Chine ou les États-Unis, et peut-être encourager plus de discussions ici au niveau européen. Nous ne disons pas que nous n'avons pas de coopération avec l'Union européenne, mais nous estimons qu'il y a moyen de faire mieux et d'en avoir plus. Et donc, les conditions qui sont présentées au niveau du gouvernement et qui montrent l'ouverture et surtout cette amélioration du climat des affaires restent des questions qui sont vraiment importantes. Alors, sur la violence à l'égard des femmes et comme crimes qui sont perpétrés et utilisés comme une arme contre les femmes, je vais ici rappeler que d'abord, pour moi, personnellement, c'est considéré comme les crimes les plus odieux. Et je rappelle que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du point de vue africain, a porté l'étendard de la masculinité positive. Et donc, est vraiment attentif à ces questions. Ici, on ne parle pas seulement des violences, mais on parle surtout de les répertorier, parce que c'est le premier point, de manière à ce qu'il y ait des condamnations fermes. Mais il y a une suite, il y a aussi la réparation qui doit venir ensuite, par rapport à ces femmes qui ont subi ces violences. Nous avons une institution qui a été mise en place pour suivre ces questions, surtout de réparation, parce qu'il faut se pencher sur ces victimes qui finalement n'ont pas où se tourner, n'ont pas de rempart. On parle des violences, mais qu'est-ce qu'il en est ensuite? Et donc, moi, je crois qu'il y a vraiment une réponse à donner sur les trois volets, sur les répertoriés, sur les condamnations, mais surtout sur la réparation des femmes qui ont subi ces violences sexuelles. Mais actuellement, ce qui est attendu, parce que ça fait partie aussi de la réponse, c'est ce fameux cessez-le-feu dont nous discutons tous les jours, de manière à ce qu'il n'y ait plus de violence au fait dans la zone et ne pas permettre à ce qu'il y ait ces exactions qui se passent au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, pour finir, M. Thierry, avant que je ne me fasse compléter par mes collègues, d'abord, effectivement, lorsque nous étions venus sur la question de... C'était un sommet Union européenne et Union africaine. Ça se passait ici, en Belgique, à Bruxelles. À ce moment-là, j'étais Premier ministre. Lorsque nous avons eu ces discussions sur le MOU qui concernait la République démocratique du Congo, le premier point qui était vraiment à l'ordre du jour, c'était la traçabilité. Parce que c'est la base, en fait, de tout le pillage des ressources. Et la demande à ce que tout le monde adhère à ce principe de traçabilité pour éviter qu'il y ait cette exploitation illicite au niveau de la République démocratique du Congo. Bon, après, vous avez donné les failles qui vous ont été
plus ou moins dans les termes que vous avez utilisés, cachés par les institutions. Quand ils les avaient présentés, pour moi, c'est le moment d'agir. Bon, heureusement que la coprésidente en a déjà parlé, mais nous voulons que sur les faits, cela puisse vraiment aboutir, parce que tout le monde est conscient qu'il y a une faille par rapport à cet MOU qui a été signé avec le Rwanda, et donc absolument revenir là-dessus. Alors, l'armée, j'ai donné la réponse, la programmation militaire, et puis le renouvellement, le renforcement des capacités, pour répondre à ces questions de souveraineté. Mais le dialogue, parce que vous en avez parlé, il intervient dans le cadre de la demande de cohésion et d'unité nationale. Et donc, c'est pour répondre d'abord à une question politique. Premièrement, avant de répondre à la question de l'armée, parce que vous avez dit que vous ne voyez pas le lien entre les deux, le premier lien, c'est que nous devons faire un front commun. Ça veut dire que lorsque nous avons une question sécuritaire importante, il faille que d'abord tout le monde soit d'accord et se mette dans le même camp face à l'agression que nous subissons vis-à-vis du Rwanda, d'où le dialogue et le rapprochement des différentes forces politiques. Et dans le cadre des discussions, ici, le gouvernement s'est inscrit à éliminer toute forme d'obstacle à la paix. Et parmi ces obstacles, j'en ai parlé, nous avions ces questions sur le FDLR et sur les réfugiés, sur lesquels nous voulons une réponse claire et définitive, de manière à ce qu'il n'y ait plus de prétexte à l'armée rwandaise d'être sur le sol congolais. Et oui, aussi pour éviter toute forme d'obstacle, l'ouverture à ces discussions avec le M23 dans les cadres des processus qui ont été donnés, celui de Nairobi et celui de Luanda. Alors, l'Ouganda, nous avons un accord de partenariat bilatéral sur la question des ADF Nalu, qui sont d'autres terroristes qui sont dans la partie nord du Kivu. Et donc, jusque-là, nous sommes sur cet accord bilatéral et nous surveillons la manière dont il est exécuté avec l'armée ougandaise. De manière à ce que, si jamais il y a un écart par rapport à ce qu'il y a comme travail qui se fait sur le terrain, ça soit directement dénoncé. C'est vrai qu'on assiste des fois à des déclarations, je vais dire tendancieuses, je n'ai pas besoin de les préciser, vous les suivez en même temps que nous, mais nous nous en tenons à ce qui se fait sur le terrain du point de vue des accords que nous avons avec l'Ouganda. Et que, bien sûr, nous surveillons tout autre fait qui sortirait du cadre de cet accord militaire dans la lutte contre les ADF Nalu, qui sont des terroristes qui œuvrent au nord du pays. Et donc, c'est ça que je peux donner comme réponse. Les autres, sur les attentes et sur les autres questions sécuritaires et humanitaires, bien sûr, je pourrais me faire compléter par les deux présidents à mes côtés. Merci une fois de plus. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Merci, Madame la coprésidente. Merci, Monsieur le Président. Je vais pouvoir vous compléter sur pratiquement 2 ou 3 questions. La question de la Chine. Il y a quelques années, Madame la coprésidente, à l'époque de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne, on a débattu de cette question plusieurs fois. Nous avions dit qu'il n'y a de Chine en Afrique que parce que l'Europe n'a pas voulu rester avec nous sur le chemin du développement. Vous savez, au gouvernement, on se tait ou on démissionne, ou au Parlement, on parle ou on démissionne. Et nous disons la vérité. C'est important. Dans notre pays, avant 1973, il n'y avait aucun Chinois. 1973, le président Mobutu a visité la Chine. Il a rencontré Mao, c'est en ce moment-là que les Chinois ont commencé à venir. Je note aussi au Congo qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun investissement européen dans le domaine des infrastructures. Aucune participation. Donc, pour un gouvernement d'un pays qui a
en développement, qui a besoin des infrastructures, évidemment. Bon, la Chine se présente. Je ne dis pas que c'est parfait, mais on essaye avec la Chine. Et donc, au niveau de collègues européens, il faudra, je dirais même de nos amis, nos partenaires occidentaux, il faudra quand même une sorte de révolution dans la culture de relation avec nous. Et la tendance à dire la Chine est là, non. Il n'y a pas un partenaire extérieur ou des peuples étrangers qui connaissent l'Afrique plus que les Européens. Comment nous mangeons, comment nous dansons, tout. J'ai vu le nom de M. Galère ici, s'il était là, j'allais lui rappeler ça. Donc, il faudra quand même que le mal soit traité à la racine. Le Premier ministre est là, il a rappelé. Oui, je m'excuse. Il a rappelé une réunion importante à laquelle la délégation de la RDC a participé sous sa conduite, ici, et du côté du conseil là-bas. J'ajoute, il y a eu une grande réunion à l'époque de Charles Michel, qui a réuni les chefs d'État africains et l'Union européenne. D'ailleurs, je note que depuis lors, il n'y a plus de réunions. Ce mal est là. Il n'y a plus de réunions depuis lors. On a parlé des milliards d'euros. Je ne sais pas comment ça s'est passé avec d'autres pays. L'ancien Premier ministre est là, dont j'ai été ministre. On n'a pas avancé. Et vous savez, parce que vous êtes des parlementaires européens, depuis des années, si vous remontez à Yaoundé, lorsque le partenariat Union européenne ACP a commencé, ça fait plus de 50 ans. Il y a toujours un problème. Je ne sais pas s'il y a les agents de services d'action extérieure de l'Union européenne ici. C'est la mise en exécution des engagements et la réalisation de projets. La question de procédure. La Chine, quand vous concluez avec l'autorisation du président du Sénat, vous concluez sur un projet dans, je ne dis pas les heures, les quelques années qui suivent, on est sur le terrain. Là, il faut des changements que l'Europe refuse de faire. Maintenant, c'est éclaté. Il y a Europe-Afrique, Europe-Caraïbes, Europe-Pacifique. Il y a des problèmes de fond. Il faut qu'on aille jusqu'au fond. Donc ça, c'est un problème. Parce que la question de la Chine est tout le temps évoquée lorsque nous nous rencontrons avec les Américains et les Européens. Bon. Des questions liées au viol des femmes, violation des droits de l'homme, etc. Madame la coprésidente, chers collègues parlementaires européens, on n'entretient pas la crise. Il ne faut pas entretenir le sous-développement. René Dumont en a parlé, Afrique est mal partie, et on peut continuer avec des littératures. Pisani en a parlé, il y a une grande littérature sur ça. L'aide humanitaire, elle est bonne, mais le reste, c'est une intervention d'un point. Lorsque l'aide humanitaire entretient la crise parce qu'on ne veut pas résoudre la crise, ça n'avance pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? La question des violations de droits, de viols de femmes, c'est à la suite, c'est la conséquence directe des guerres qui nous sont imposées, particulièrement par le Rwanda. Vous n'allez pas résoudre les questions de violation des droits de l'homme, les questions de viol de femmes, de recrutement des enfants soldats, si on n'a pas accompagné la RDC dans ses efforts de construire un État stable et un État sécurisé. C'est pour cela que pour nous, Congolais, la question de l'agression du Rwanda, la déstabilisation, c'est vital. C'est vital. C'est ça la question de fond, la paix, la sécurité et la fin de la guerre. Je suis heureux d'en parler parce que je suis en Europe. On sait ce qui s'est passé en 1945 et tout et tout. On ne construit pas dans la guerre. Donc moi je souhaite
Et c'est pour cela que notre président vous a remercié au nom de notre Sénat, de notre Parlement, pour les mesures que vous avez prises et l'engagement actif des parlementaires européens afin que la tragédie du Congo, la violation du droit international, l'agression prennent fin. Même si on conclut des accords d'investissement ici. Comment vous allez investir quand il y a des coups de balles qui crépitent? Donc, vraiment, je tenais à intervenir sur la nécessité de renforcer l'État à travers tout le territoire national, et cela n'est possible que s'il y a la paix et la sécurité. C'est très important. Alors, on a posé la question, est-ce que nous avons le soutien des institutions européennes? J'ai plutôt envie de demander l'autorisation du président pour que nous vous renvoyions la question. Parce que vous êtes le parlementaire. Oui, oui, il a répondu. Et c'est ça notre souci, lorsque le président insiste sur la mise en œuvre des sanctions. Parce qu'il reste la commission. Parce que c'est la commission qui exécute, avec toute votre administration. Voilà donc, il y a la traçabilité, je termine par là. Oui, le problème est là, le président qui a eu l'avantage d'être Premier ministre vous a rappelé, mais je vous donne une information, vous pouvez demander à M. Berlang. Nous avons, nous, RDC, fait une proposition aux Européens. Oui. C'est de mettre en place un comité conjoint des experts européens et congolais qui vont étudier l'ensemble du dossier de la traçabilité et faire des propositions aux décideurs politiques pour que nous puissions mettre en place les mécanismes de traçabilité et de transparence qui nous sécurisent mutuellement. Je dois vous couper un peu la parole parce qu'on me dit que la traduction est seulement ici jusqu'à 10h40 et je veux quand même passer 2 minutes encore la parole à Monsieur le Président de la Commission de la Défense. Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la coprésidente. Merci, Honorable Président, pour la parole. Je voudrais seulement compléter, peut-être dans moins d'1 minute, le président qui a tout dit sur les volets de la fragilité militaire et des forces de défense, en disant que la fragilité de l'armée congolaise des forces de défense est héritée par le président Tshisekedi, de tout ce qu'on a connu comme, tout ce qu'il y a eu comme brassage, et tout ce qu'il y a eu comme changement au niveau de l'armée. Mais au niveau du Parlement congolais, du Sénat, vous devez d'abord déverrouiller votre iPhone. Nous passons par les réformes substantielles. Les réformes, le président l'a dit, qui passent par les 2 lois de proclamation militaire et policière, pour arriver à doter l'exécutif congolais des moyens suffisants, des budgets qu'il faut, ces réformes qu'il faut pour le renforcement des capacités militaires, les renforcements des secteurs de sécurité et de formation, mais aussi non seulement les réformes, mais également la coopération avec les institutions européennes. Nous attendons ça de vous pour que nous puissions échanger et avoir à doter l'armée congolaise et les forces de défense d'une armée forte, capable de défendre l'intégrité nationale, mais aussi la souveraineté du pays, notre pays. Merci, comme le temps nous a imparti. Merci beaucoup, Madame la coprésidente. Merci beaucoup. Je pense que parce que la traduction va finir, on a toujours... oui, 15 secondes, parce que je veux vraiment conclure. Monsieur Clergeau. non, mais la traduction va arrêter. C'est pour ça et j'ai quand même encore des annoncements. Je vais être très très court. La première chose, c'est qu'au-delà de l'intégrité du pays, le rôle de l'Europe, c'est aussi de soutenir un pouvoir politique qui assure faire fonctionner des institutions démocratiques. Et c'est très important aussi dans le contexte africain. Et la deuxième chose que vous avez dit, Monsieur le Président, c'est que oui, nous avons conscience que nous avons besoin de remettre à zéro et de réinventer la relation entre égaux pour partir des besoins des pays africains et reconstruire un partenariat nouveau. Et dans le contexte géopolitique, y compris des difficultés de l'Europe avec Trump, avec la Russie, c'est indispensable pour l'Europe de parier à nouveau sur l'Afrique. Ok, Monsieur Mariani, 15 secondes. 15 secondes.
Les Chinois sont les plus présents dans votre pays, c'est votre droit. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils vous ont vendu les drones, qui vous ont permis au départ des combats d'être au-dessus, et après ils ont vendu les solutions pour détruire les drones au Rwanda. Mais comment vous continuez à les accepter dans votre pays? Voilà, c'est tout, je veux dire. Je ne comprends pas, vous leur donnez une occasion extraordinaire, ils jouent contre vous et vous continuez à les accueillir. Ok, mais la réponse va être donnée dans une prochaine réunion. Ce n'est pas à moi, mais c'est les traducteurs. Mais je veux vraiment conclure. Je pense, c'est très clair par l'enthousiasme de mes collègues, qu'on doit continuer avec cette diplomatie parlementaire. Nous, on peut faire seulement notre boulot si on continue à parler, à écouter, à échanger de vues. Et c'est pour ça qu'hier, moi, j'ai proposé pendant la réunion de ACP qu'on peut amener une mission au RDC, au Kinshasa, peut-être élargir, pour vraiment continuer cette discussion, échange de vues. La semaine prochaine, à Strasbourg, ça va être de nouveau un débat sur le Congo. Et je vous promets, comme coprésident de la délégation africaine, je continue à me battre pour la suspension de la MLU avec le Rwanda, pour que la mise en œuvre de tout pour la traçabilité, pour les sanctions et pour l'aide humanitaire et peut-être le plus important pour la relation pour le futur, je peux annoncer qu'on a introduit un amendement dans le budget, dans les discussions du budget ici au Parlement européen, pour investir dans un fonds d'infrastructure pour l'Afrique. Et je pense que c'est ça qui peut nous aboutir à aider à jouer notre rôle avec égalité entre l'Europe et l'Afrique. Et maintenant, j'aimerais bien, parce que les traducteurs vont me tirer mes oreilles, j'ai encore un petit cadeau, Monsieur le Président, pour vous remercier. Et après, je vais bien faire une photo de famille avec les députés européens qui sont ici et avec la délégation des sénateurs qui sont placés là. Peut-être pour vous, comme ça tout le monde te voit. Voilà, prendre une photo de famille avec nous tous. Mais premièrement, Monsieur le Président, j'ai un petit cadeau du Parlement européen pour vous donner. Merci. Je pense qu'il veut prendre le photo. Non, bien sûr, bien sûr. On va prendre. Je vois aussi un petit cadeau pour vous, on va s'arranger avec l'ambassadeur. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci, madame. Voilà. Et maintenant, les photos de famille, où est-ce qu'on peut le faire?